En mars 2025, sort au cinéma, après plusieurs annonces et reports, Blanche-Neige et les 7 nains de Mark Webb. Déjà éclaboussé par plusieurs scandales, notamment autour des nains, de ses actrices principales, et je parle même pas des commentaires haineux du public, sexistes et même parfois racistes, qui s'éloignent de la problématique de base, qui est la qualité du film en lui-même. Disons simplement que le film partait déjà très mal quand il est arrivé au cinéma. Honnêtement, il aurait fallu un sacré tour de force pour que les choses se passent bien. Je sais pas, par exemple des personnages hyper attachants, une scénographie incroyable, des musiques magiques. Bon, sans grande surprise, ça a pas vraiment pris. Et ça pour 1001 raisons. On lui a reproché des acteurs en roue libre, des costumes étranges, une ambiance un peu trop CGI, une histoire trop ou pas assez modifiée. Et ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'histoire. Le storytelling. Nous allons voir en quoi l'histoire Blanche-Neige de 1937 était de base un matériel extrêmement compliqué à adapter en 2025 et comment ce fiasco aurait largement pu être évité. Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia, je suis cofondatrice de l'agence La Grande Méchante Com et je suis également autrice et passionnée par le storytelling. Pour aujourd'hui, trêve d'introduction, on a vraiment beaucoup de choses à vous dire, mais je dois vous prévenir avant, je vais tout seulement vous spoiler. Donc avant de regarder cette vidéo, je vous conseille, si vous avez un VPN, d'aller dans le catalogue américain et je crois que Blanche-Neige est déjà sortie, ou bien d'aller dans les dernières salles de cinéma qui continuent à le diffuser encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre à contre-pied toutes les critiques ciné autour de Blanche-Neige et les 7 nains, notamment celles qui reprochaient beaucoup de choses à son actrice principale, Rachel Zegler. Parce que, selon moi, c'est pas la faute de l'actrice. Le vrai problème du film, c'est son matériel de base et la mauvaise interprétation de celui-ci. Je vais vous le prouver, c'est un élément plus central de la communication, qui est le conte, et en quoi le conte est un élément extrêmement puissant, mais mal travaillé, ça donne Blanche-Neige 2025. Mais doucement, je vais vous expliquer les choses petit à petit. Commençons par les archétypes. Revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est Blanche-Neige ? L'histoire originale de Blanche-Neige a été recueillie et popularisée par Jacob et Wilhelm Grimm, deux philologues et folkloristes allemands, dans leur recueil de contes Contes de l'enfance et du foyer, publié en 1812. Alors ils n'ont pas inventé le conte, mais en fait ils ont pris le parti d'aller chercher dans les traditions orales allemandes, de 1812 à peu près, et de toutes les remettre dans un recueil pour donner un peu une impression de nationalisme allemand qui était très recherchée à l'époque. En ce qui concerne Blanche-Neige, son histoire a en grande partie été prise à une femme qui s'appelait Marie Hassenpflug. Oui, non, parce que j'arrête d'écorcher les mots étrangers. On va arrêter de tuer la langue des gens. Voilà. Le récit a été modifié plusieurs fois entre 1912 et 1857, le rendant de plus en plus moralement acceptable au fil des années. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte à la base ? Blanche-Neige naît d'une reine qui souhaite une enfant aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noire que l'ébène. À la mort de sa mère, le roi se remarie avec une femme belle mais jalouse qui possède un miroir magique. Ce miroir lui dit un jour que Blanche-Neige est désormais la plus belle du royaume. La reine ordonne alors à un chasseur de la tuer. Il désobéit et l'abandonne dans la forêt. Blanche-Neige retrouve refuge chez les 7 nains. La reine tente ensuite de l'assassiner par 3 fois, avec un lacet trop serré, un peigne empoisonné et enfin la fameuse pomme empoisonnée. Les nains la placent dans un cercueil en verre. Un prince qui passe par là la découvre, et selon certaines versions, soit il l'embrasse, soit en fait un morceau de pomme est recraché, en tout cas ça la ramène à la vie. La fin est plus cruelle que chez Disney, accrochez-vous, la méchante reine est forcée de danser dans des souliers de fer chauffés au rouge jusqu'à sa mort lors du mariage de Blanche-Neige. Pas très sympa, pas très pur, pas très gentil comme fin. En 1937, Walt Disney décide de reprendre cette version et de l'adapter quasiment comme telle. Il reprend le personnage de la méchante reine et du miroir magique, les 7 nains dans leur rôle protecteur, la pomme empoisonnée et le baiser du prince. Bien sûr, le ton est adouci, on enlève les multiples tentatives d'assassinat de Blanche-Neige, ainsi que la punition atroce de la reine à la fin. Les nains reçoivent chacun une personnalité propre. On a grincheux, joyeux, dormeur, simplet, prof, timide et atchoum. Et le prince joue un rôle un petit peu plus actif, c'est-à-dire qu'on le voit un peu plus au début, et il fait le fameux baiser d'amour véritable. Il n'y a pas de baiser d'amour véritable dans le conte originel, ça c'est clairement du Disney. En plus de ça, Disney introduit une structure narrative très hollywoodienne, vraiment comme les comédies de Broadway à l'époque, avec des moments d'émotion et des moments de comédie.
Parce que le but de Disney à l'époque, c'était de trouver une histoire à la structure simple, qui justifierait de créer un long métrage d'animation avec des chansons. Ce qui était, rappelons-le, à l'époque, extrêmement rare. Ça n'avait jamais été fait, c'était vraiment une révolution. En 1930, la grande majorité des dessins animés étaient soit faits par des adultes pour des adultes, avec des femmes légèrement vêtues et des sous-entendus vulgaires, soit des courts-métrages pour les enfants, souvent en noir et blanc, avec parfois des chansons et parfois une simple petite histoire cartoonesque. Blanche-Neige est clairement un ovni. Il y a une histoire qui parle d'une jalousie, de véritable amour, de trahison, et puis de peur, parce que je vous garantis que les gens, quand ils ont vu la belle reine se transformer en méchante sorcière, ont été vraiment traumatisés. J'ai été traumatisée à mon époque, alors eux qui n'avaient jamais vu ce genre d'image, j'imagine même pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, à la fin de la production du film, Disney fuyait ses créanciers. Les femmes qui s'occupaient de colorer à la main les images travaillaient gratuitement. D'ailleurs, il n'y avait plus tellement d'argent, et vous pouvez le voir qu'à la fin de Blanche-Neige, quand elle monte sur son cheval et qu'elle regarde au loin le château de son prince, qui se perd dans les nuages, on peut presque entendre « Y a plus de sous !» Du coup, c'est assez logique que les studios aient voulu, pour marquer leur 100 ans, réadapter cette œuvre-là, car elle est quand même constitutive de l'empire Disney qui arrive par la suite. Cependant, on est en 2025. Et oui, et les archétypes des personnages qui étaient valables 88 ans auparavant ne fonctionnent plus tellement aujourd'hui. Mais ça, Disney le sait, hein, ils sont pas idiots. Mais bon, entre le savoir et bien l'exécuter... Comme je vous disais, reprenons les archétypes de chacun des personnages et vous allez comprendre où je veux en venir. Dans la version Grimm, comme dans la version Disney, Blanche-Neige, elle est très simple en réalité. C'est la pureté naïve, la jeunesse lumineuse et surtout la passivité la plus totale. Elle est belle, elle chante avec les oiseaux, mais faut pas compter sur elle pour prendre des décisions. Clairement, son histoire se fait en 3 actes. En 1, elle subit la totalité de sa situation. Ensuite, elle s'endort. Et puis, elle est réveillée par son prince. En fait, cette opposition est construite selon une vision manichéenne très claire. On a d'un côté la jeune femme douce et passive, contre la femme mûre, méchante et active. Est-ce que vous voyez où on va? Allons-y tous ensemble. En 2025, Walt Disney a voulu moderniser tout ça, et c'est tout à son honneur. Fini la princesse qui attend. Place à une héroïne indépendante. Et franchement, why not, let's go. Sur le papier, c'est très chouette. Enfin, c'est sur le papier, parce qu'en vrai, Blanche-Neige le dit, elle le chante, elle le répète, hein, qu'elle est indépendante et qu'elle veut bouger, mais en fait, elle fait quoi réellement, cette nouvelle Blanche-Neige? En 1937, malgré ses haillons et le fait qu'elle est condamnée à faire le ménage jusqu'à la fin de sa vie, Blanche-Neige est quand même souriante, heureuse, elle parle à ses animaux. Bon voilà, c'est une princesse pleine de pureté qui accepte avec déférence le fait d'être condamnée à faire le ménage toute sa vie. Elle rêve peut-être au prince charmant, mais bon, c'est pas quelqu'un qui a forcément envie de s'en aller. Tandis qu'en 2025, Blanche-Neige râle quand même un petit peu plus. Dans sa chanson obligatoire de princesse Disney, sa fameuse I Want Song, parce que quand tu chantes pas ta volonté quand t'es dans un Disney, et bah tu exploses, elle répète dans son refrain « J'attends un vœu, espérant un jour, espérant d'une manière ou d'une autre, devenir la fille de mon père. » Ok, très bien. Ça veut dire quoi, devenir la fille de ton père? C'est quoi ton vœu exactement? Non, parce que normalement dans les I Want Songs, c'est là où on comprend en fait très concrètement ce que la princesse ou le héros principal veut. Réponse veut voir des lanternes, Ariel veut découvrir le monde des humains, Tiana veut ouvrir un resto, Hercule veut trouver le monde qui est le sien. Et toi, Blanche-Neige, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux retrouver ton père? Elle le dit pas. Est-ce que tu veux devenir reine? Je sais pas, soyons fous. C'est pas du tout ce qu'elle dit. En fait, vraiment, j'ai beau y réfléchir, je vois pas ce que ça veut dire devenir la fille de mon père. C'est pas pour dire, mais au moins l'ancienne, elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait un prince. Bon, c'est un peu convenu, mais au moins c'était clair. Là, Disney dit qu'il veut corriger le problème de la princesse inactive, mais en fait, à aucun moment, il lui donne une motivation. Elle ne quitte pas le château d'elle-même, elle ne trouve pas la maison des nains, et elle ne cherche pas activement de l'aide. Tout lui arrive magiquement dans les mains, comme dans le dessin animé d'origine. Non, je dois lui concéder une chose, elle a un éclair de génie à un moment donné, elle se dit « Tiens, et si j'allais trouver mon père ?» Bon alors c'est vite tué dans l'œuf, hein, parce qu'à un moment donné, au moment où elle décide de s'en aller, elle est arrêtée par Jonathan. Il a le droit de l'arrêter, Jonathan, parce que c'est pas un prince, c'est un voleur, ça n'a rien à voir. Merci Disney pour cette précision. Alors oui, Blanche-Neige monte à cheval. À un moment donné, elle fait diversion pour que ses amis puissent sortir d'une situation. Mais j'ai juste clairement l'impression qu'on nous crie « Elle a regardé, elle fait des trucs !» Togepi,
Mais narrativement, à quoi ça sert ? En fait, voilà le vrai souci de l'adaptation de Blanche-Neige 2025. C'est comme s'ils n'avaient pas eu envie de faire un vrai choix entre la princesse classique, douce et docile, et la nouvelle héroïne forte et motrice. On comprend pas qui elle est en fait. Les fans de la version 1937 ne la reconnaissent pas, et ceux qui voulaient voir une version moderne sont déçus. Et nous, on se retrouve tous du coup au milieu à se demander « Mais c'est qui cette Blanche-Neige ?» Alors oui, elle veut pas se marier, elle veut pas de prince charmant, et à un moment donné, elle se retrouve à diriger son royaume toute seule. Mais elle reste quand même assez naïve pour croquer la pomme d'une inconnue, squatter chez 7 mecs chelous, et croire que l'amour, juste comme ça, va sortir tout le monde d'une dictature de plusieurs années. Et spoiler, le film lui donne raison. Ce qui est dommage, vraiment, c'est que Disney a manqué l'occasion de faire mieux. Blanche-Neige aurait très bien pu pouvoir se marier, et en même temps garder tout le pouvoir pour elle. Elle aurait pu avoir une quête personnelle, symbolique. En fait, on aurait pu tout simplement mixer les éléments du conte d'avant avec des valeurs très fortes d'aujourd'hui. Mais bon, ça, on en reparle dans une prochaine partie. Passons d'abord au prochain archétype. La marâtre jalouse dans le conte d'origine est l'incarnation d'une peur archaïque. Celle de la femme vieillissante, cruelle, obsédée par sa beauté perdue, qui détruit ce qu'elle ne peut plus être, et elle oppose la beauté en déclin de la reine et la jeunesse innocente et radieuse de Blanche-Neige. Elle représente un archétype de cruauté féminine lié au ressentiment, à l'envie et à la rivalité entre femmes. En fait, si le film cherche à redonner maladroitement, comme on a pu le voir juste avant, un peu d'indépendance à Blanche-Neige, il laisse pourtant l'image de la marâtre telle qu'elle. Elle reste la belle femme jalouse d'une plus jeune femme. Et en fait, le refus d'actualiser l'antagonisme féminin crée un déséquilibre narratif. Pourquoi Blanche-Neige incarnerait-elle une femme moderne si en face, on a une femme qui est restée dans les clichés des années 30 ? En fait, au final, la grande méchante reine reste terriblement creuse. Aujourd'hui, le public est beaucoup moins impressionné par l'idée qu'une femme vieillissante devienne méchante à cause de sa jalousie. Ce ressort psychologique, autrefois puissant, je le concède, ne résonne plus avec des valeurs contemporaines où la solidarité féminine, la diversité des âges et des corps sont mieux valorisées. En plus, le personnage manque clairement de complexité psychologique. Elle est belle, mais méchante, elle est jalouse, donc dangereuse. C'est un petit peu trop simple dans un univers où même chez Disney, on a l'habitude d'avoir maintenant des personnages méchants beaucoup plus complexes. Par exemple dans un Maléfique ou un Cruella. Vraiment, les personnages enfants comme adultes, aujourd'hui, ont l'habitude des antagonistes un petit peu plus complexes, et c'est beaucoup plus intéressant. En fait, cette marâtre de 2025, elle paraît extrêmement ridicule. On se demande ce qui lui prend, on demande ce qu'il lui faut, on se demande pourquoi elle est là. En fait, on se demande même si c'est elle, la vraie méchante de l'histoire. D'ailleurs, Oriane me rappelait que pas mal de reels ont parlé de la figure du miroir comme étant le méchant. C'est lui qui monte les femmes les unes contre les autres. Pourquoi pas travailler la psychologie de la reine à travers cette emprise sous laquelle elle semble être ? À mon avis, c'est un axe de développement brillant du personnage qui a franchement été manqué. Et c'est malheureusement pas le seul personnage qui a vraiment été manqué. Dans la version Grimm et dans la version Disney de 1937, le prince incarne les éléments suivants. C'est l'amour rédempteur, le miracle du réveil, par le fameux baiser, et surtout une projection du désir romantique et de la reconnaissance. Il s'agit pas d'un héros actif qui traverse les épreuves pour sauver sa bien-aimée, au contraire, c'est plutôt une figure d'apparition magique, c'est le sauveur providentiel qui arrive pour sauver la princesse, vraiment très aléatoirement dans une forêt, incroyable qu'il soit là le gars. En fait, dans l'imaginaire collectif, c'est le moment de grâce du conte. Le prince n'est pas qu'un personnage, c'est aussi un symbole, c'est celui du passage de l'âge adulte, du désir, de la reconnaissance, du réveil à soi. En le supprimant ou en le remplaçant par un sidekick ironique, le film vide la scène du réveil de toute émotion. Il n'y a plus de climax et le conte perd sa structure initiatique. Jonathan n'est pas un catalyseur narratif. Il est bavard, insupportable et très honnêtement inutile. Quand Blanche-Neige lui demande son aide pour sauver son royaume, il lui fait toute une chanson pour lui dire que c'est pas son problème, que c'est des problèmes de princesse et que lui il a d'autres choses à faire. Mais gars, reste concentré 2 minutes, on parle d'arrêter la dictature qui est dans ton propre pays, dictature contre laquelle tu te bats de base. Reste concentré, qu'est-ce que tu me racontes? Alors bien sûr, tout chance quand il finit par tomber amoureux d'elle, parce que si c'est un voleur, ça passe mieux que si c'est un prince. Je comprends toujours pas la logique de ce truc-là.
j'ai l'impression que le film crie tout au long qu'il est marrant, qu'il est sarcastique, que c'est un anti-héros, regarde, c'est génial, non? Non! Ce cynisme constant et ce refus de toute émotion sincère désamorce la magie. On comprend pas ce qu'on doit ressentir, on sait même pas à quel moment il tombe amoureux, c'est pas clair. C'est ni drôle, ni touchant, ni romantique. Jonathan finit par devenir une pièce rapportée, sans rôle clair, sans transformation, sans lien émotionnel fort avec Blanche-Neige. Je me suis un petit peu énervée. Je vais arrêter de m'énerver. Vouloir éviter de montrer qu'une femme a besoin d'être sauvée, c'est plus que bienvenu. Mais au lieu de réécrire totalement cette figure du prince, en fait, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'en faire un prince qui soit égal à Blanche-Neige, qui soit complice, qui la soutienne dans ce qu'elle veut faire, qui soit complémentaire en quelque sorte, qui s'apprenne des choses. Bref, ça aurait été beaucoup plus intéressant que de le neutraliser comme ça. En fait, résultat, il n'y a plus d'alchimie, il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'amour, on se demande même ce qui se passe. Franchement, quand il se regarde au ralenti dans cette danse et on est censé ressentir une tension attractive, je me demande juste qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a fumé quelque chose? C'est vraiment très très gênant. Et donc sur ce point-ci, je suis désolée et je vais pas me faire des copains, mais je suis obligée de le dire, Rachel Zegler a raison. Alors elle le dit de manière pas très fine et très désagréable, mais elle a raison, Jonathan aurait totalement pu être supprimé. Donc, vous comprenez, rien qu'avec les archétypes, que faire une Blanche-Neige en 2025, c'était déjà casse-gueule. En fait, ces personnages, rien que les personnages, demandent un énorme travail de réinterprétation et de symbolisme. Il fallait faire une réécriture, parce que plus rien ne fonctionne aujourd'hui. Soit il aurait fallu jouer le jeu du conte jusqu'au bout et se retrouver avec une histoire copier-coller, mais c'est l'histoire originale, donc on n'aurait pas pu reprocher quoi que ce soit. Soit créer une histoire qui n'a rien à voir. Dans Maléfique, ils ont tout compris. Ils ont pris le contrepoids de la princesse pure et disons un peu fade, qu'Aurore puisse être, pour mettre l'emphase sur une relation mère-fille beaucoup plus intéressante, beaucoup plus universelle. On garde des fondamentaux du conte, mais on le raconte d'un point de vue plus intéressant, celui du méchant, ou tout simplement d'un personnage principal plus complexe et intéressant que la princesse. En fait, en affaiblissant et en déconstruisant des archétypes fondamentaux du conte, on perd son pouvoir universel. Et tout au long du film, on se demande où on est, parce que tout ça, malheureusement, fait perdre la valeur émotionnelle du conte en lui-même. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci, ça fait plaisir. Installez-vous, allez prendre un verre d'eau, c'est l'entracte. Juste quelques secondes pour vous rappeler d'activer la cloche et de mettre un petit j'aime, parce que l'algorithme est capricieux et vous pouvez voir une de nos vidéos et plus du tout voir les autres, parce que la magie de YouTube. Ça nous donne énormément de force pour soutenir ce qu'on fait, et pour ça, merci. Maintenant, retour à la vidéo. En dehors des personnages, si on choisit de retirer du conte tous les éléments jugés problématiques de 2025, malheureusement, on retire tout le mythe de Blanche-Neige. Prenons quelques éléments jugés problématiques et analysons les choses ensemble. Dans le conte traditionnel, et un petit peu moins chez Disney, le baiser a quelque chose d'extrêmement fort symboliquement. C'est grâce à lui qu'elle revient à la vie. Elle devient une femme, renforçant l'injonction patriarcale très traditionnelle de l'époque du « tu deviens une femme quand tu es liée à quelqu'un ». Donc, dans le nouveau film, vu la tournure qu'elle choisit Disney, on se demande pourquoi il l'embrasse. Il n'y a pas vraiment de transformation avant, après. C'est comme un easter egg du style vous avez vu, on vous a laissé le bisou, alors c'est un petit peu comme si on gardait le compte. Vous êtes content, non? Qu'on le veuille ou non, la rivalité féminine dans le conte de Blanche-Neige est centrale. C'est parce que Blanche-Neige est trop belle que tout se déclenche. Honnêtement, à mon humble avis, c'est noble de vouloir retirer cette partie, surtout en 2025. Mais à ce moment-là, trouver une autre justification de pourquoi est-ce que la méchante reine veut se débarrasser de Blanche-Neige. Et honnêtement, vous aviez un truc tout trouvé, la méchante reine a tué son père. C'est une dinguerie. Je sais pas, elle peut tout simplement pas vouloir que Blanche-Neige reprenne le trône parce qu'elle est légitime à le revendiquer. Mais vous pouvez pas faire les choses à moitié. Franchement, ce qui m'a fait tomber de ma chaise au cinéma, c'était la mention de la beauté intérieure. Alors celle-là, on l'a pas vu venir, ça fait longtemps qu'on l'a pas mentionné dans un Disney, mais la beauté intérieure, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et puis d'ailleurs, honnêtement, quitte à choquer des gens, je vois pas en quoi la Blanche-Neige de 2025 est particulièrement belle à l'intérieur. Ni celle de 1937 d'ailleurs. Elle passe plus de la moitié du film à balayer son palais et à chouiner qu'elle aimerait bien partir de là, et quand elle sort, c'est pour squatter chez des nains, refaire le ménage par la même occasion. Ok d'accord, c'est pas elle qui le fait directement, mais elle fait le ménage quand même, elle chante, et puis c'est tout.
Alors oui, elle est gentille, alors ça c'est sûr. Elle est gentille, tellement gentille qu'elle accepte de manger n'importe quelle pomme de n'importe quelle bonne femme qui passe par là, au point de se mettre en danger. Donc c'est ça que vous voulez dire aux jeunes filles, Disney? Pour être belle à l'intérieur, il faut être d'une gentillesse crasse, une gentillesse bête, qui carrément vous amenuise, vous rend extrêmement naïf et à la merci de tous? Super. Non, mais génial. Je veux dire, on est loin d'un rebelle ou d'un réponse qui se bat avec une poêle, quoi. Mais ok. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je dis et je répète que le vrai problème est d'avoir voulu adapter ça en 2025? Les contes sont basés sur la morale. Et cette morale ne fait plus vraiment sens aujourd'hui. En soi, le problème, c'est pas tant la modernisation du conte, c'est l'absence de propositions claires pour remplacer ce qui a été changé. Bon, du coup, j'avoue, j'ai craqué. Je vous propose un truc. Attendez. Non, parce que je suis autrice aussi, donc... Alors voilà, je me suis lâchée et j'ai réécrit l'histoire. Bon, on y va. J'ai fait une proposition, vous oubliez de vous en poser. Imaginons une Blanche-Neige où la méchante reine a effectivement tué le roi et qui enferme sa belle-fille dans son château pour éviter qu'elle reprenne le pouvoir. Imaginons ensuite une Blanche-Neige qui, en grandissant, commence à s'instruire et à poser des questions sur l'extérieur. Ça plaît pas à la reine qui tente de la faire assassiner. Et paf, le reste peut en découler. Blanche-Neige fuit, rencontre les 7 nains, découvre son royaume et peut rencontrer un amoureux. On n'est pas des sauvages ici, elle peut bien tomber amoureux, on aime l'amour, y a pas de problème. D'ailleurs, le gars peut être charpentier, boulanger, prince de profession, voleur, on s'en niaise. Là, pour le coup, vraiment, un gars avec une profession quelconque. Quoi? Tu veux participer? Tu penses que Blanche-Neige devrait avoir plus d'aide? Tu penses que le prince devrait être autrement? Si même mon chat est d'accord avec moi, je peux plus rien faire. Avec ce prince-là et les 7 nains, elle décide de créer, je sais pas, un genre de coalition pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent reprendre le royaume. Ça revient aux oreilles de la reine qui décide de se déguiser pour tuer Blanche-Neige. On pourrait imaginer qu'elle s'intègre à leur groupe, qu'elle reste avec eux plusieurs jours et qu'elle tente de créer un lien avec la princesse pour finalement l'empoisonner. Et là, il n'y a pas de problème, je peux entendre qu'elle l'empoisonne et que Blanche-Neige tombe dans les pommes. Après, imaginons son amoureux, par pitié, vu qu'on est là, faisons la liste au Père Noël. Un amoureux avec une dimension sensible portée par la cause de sa chérie, une figure de soutien et de respect qui la sauve, avec un bisou ou un massage cardiaque, peu importe. Et elle se réveille en étant moins naïve. Ça pourrait être sa transformation, préférer la bienveillance à la gentillesse. Ça serait une bonne morale à donner aux jeunes filles, n'est-ce pas Disney ? Et paf, elle capte qu'elle a laissé trop de chance à la reine, c'est la guerre, elle la destitue et décide de gouverner avec bienveillance. Voilà, là on a remplacé tout ce qui pouvait paraître problématique en 2025. Mais on a aussi retiré l'essence du conte. Mais c'est un choix clair. Le centre de l'histoire, ce n'est plus l'amour courtois, l'attente pure ou la jalousie et la trahison. C'est davantage une quête de soi, le choix difficile de comment bien s'entourer, trouver les bons amis, trouver les bonnes personnes qui vous aideront à avancer et à devenir le roi ou la reine de votre propre univers, tout en mettant dehors toutes les personnes toxiques qui gravitent dans votre monde. C'est un choix clair, un choix 2025, pas un entre-deux narratif qui nous fait clairement nous demander ce qu'on est en train de regarder. Parce qu'en essayant de mettre quelques touches de féminisme à la Disney, sans retravailler en profondeur la structure du récit, on a surtout l'impression que Disney trahit l'histoire plutôt que de l'enrichir. D'où toutes les polémiques autour de la couleur de peau de Rachel Zegler, l'actrice qui joue Blanche-Neige, ou encore des comparaisons de beauté entre Gal Gadot et Rachel Zegler. Il y a aussi eu toute une polémique autour des nains. Doit-on donner 7 rôles à 7 acteurs atteints de nanisme en maturant davantage leur rôle, ou bien préfère-t-on garder le cliché des nains bondissants et joyeux, quitte à les mettre en 3D? Et Disney a vite répondu. Le problème, c'est que le conte n'est pas fait pour transmettre des idées politiques. Le conte est une structure émotionnelle qui rentre dans l'imaginaire collectif. Elle véhicule des morales, des leçons de vie, qui façonne une époque. Alors on peut les actualiser comme Aladdin l'a très bien fait. Jasmine qui devient une sultane, ça passe très très bien, à la fois pour le conte que pour notre société contemporaine. Et pourquoi? Parce qu'ici le langage symbolique a été respecté. C'est une princesse
très instruite. On la voit feuilleter des cartes, s'intéresser à son peuple. Elle devient une aide aidée par un Aladin qui lui-même connaît bien son peuple, donc tout est logique dans l'univers du conte. Mais Blanche-Neige, concrètement, si on s'arrête 2 secondes, on la voit danser au début avec ses parents, ensuite elle balaye pendant une grande partie de sa vie, puis elle s'en va dans une forêt magique, puis elle revient parce qu'elle se rappelle du prénom de quelqu'un. Moi je suis dans leur pays, je vote pas Blanche-Neige, hein. Elle connaît rien, elle a rien vu, elle est pas instruite. Moi j'aurais peur, à tout moment elle fait des trucs un peu trop naïfs, un peu trop idiots, et je me sentirais pas en sécurité avec une fille comme elle. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la gentillesse, la pureté et la naïveté sont des valeurs qui ne se suffisent plus à elles-mêmes dans notre société en 2025. Donc, nous avons vu tout au long de cette vidéo que le conte n'était pas une simple histoire à moderniser. C'est un récit structurant, un mythe qui parle à des couches profondes de la psyché humaine. Pour le faire évoluer, il faut de la finesse, du respect et de la vision. Et Blanche-Neige 2025 a échoué. Non pas parce qu'elle voulait changer, mais parce qu'elle a changé sans comprendre ce qui devait être conservé. Les critiques autour du film ont peut-être cristallisé un malaise plus large, une sensation de déconnexion entre le public et ceux qui réécrivent les mythes. Comme si on méprisait le besoin des spectateurs de retrouver des récits universels et puissants. Ce n'est pas tant la diversité ou la modernité qui pose problème, mais l'impression d'une perte de sincérité et d'enracinement. Blanche-Neige est donc un cas d'école à ne pas faire si vous souhaitez utiliser des éléments du conte dans votre communication. Parce que le conte est génial, parce que c'est un véhicule émotionnel extrêmement fort. Si vous devez vous l'approprier, vous devez vous demander d'où il vient, ce qu'il véhicule réellement, et si ça vous correspond réellement. Par exemple, nous, pour notre nom, la Grande Méchante Com, on s'est intéressé à un long moment, et puis on a trouvé le thème du grand méchant loup très en lien avec la communication, et on est tombé amoureuse de ce nom. Et aujourd'hui, tout le monde nous en parle. Et puis, si on réfléchit plus largement, et c'est ça qui est très étrange, il y a certains live-action qui ont très bien compris leur matériel de base et qui sont vraiment plutôt réussis. On a déjà cité Aladdin, Maléfique, Cruella, mais on pourrait citer aussi Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que vous avez, vous, un live-action qui vous a agréablement surpris? Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont très contre les live-action. N'hésitez pas à donner votre avis. Moi, je trouve que c'est un exercice intéressant, mais comme je suis fan de storytelling, je trouve ça intéressant ce travail-là. Et pour les puristes, je peux comprendre que c'est difficile de voir leur œuvre originale adaptée en quelque chose de différent. Je sais pas, je trouve que c'est un débat extrêmement intéressant. D'ailleurs, on a beaucoup réfléchi de notre côté à est-ce qu'on ferait pas une vidéo sur le travail des adaptations et en quoi ça apprend énormément de choses également sur les fondamentaux de la communication. N'hésitez pas à nous le dire. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On aurait pu également faire toute une vidéo sur la communication, qu'il y a eu un peu de crise autour de ce film lors de sa pré-sortie et de sa sortie, parce que en vrai, c'est une vraie question. Comment tu fais la communication d'un film qui, de base, est détesté par le public? C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on pourrait aussi parler du cas Rachel Zegler d'un œil beaucoup plus communicationnel et beaucoup plus froid que tout ce qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux. En fait, là, je vous propose 2 sujets. On peut partir sur soit les adaptations, soit la communication autour du film. Je sais pas, c'est 2 idées de sujets que j'ai eues en écrivant ce script, soit les 2, à vous de nous dire ce que vous préférez. Dans tous les cas, nous, ça nous fait kiffer de faire ce genre de choses, donc let's go. Encore merci pour votre soutien, on fait en sorte de sortir une vidéo par mois. Parfois longue, parfois courte, n'hésitez pas à aller jeter un œil à nos autres vidéos. On fait en sorte d'adapter nos contenus en fonction de vos avis et en fonction de vos retours. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis sur les contenus et ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. J'aimerais aussi en profiter pour remercier Eva, notre monteuse. Vous trouvez son Instagram ici, parce que je trouve qu'elle fait un travail formidable, qu'on adore travailler avec elle, et que je te fais une déclaration d'amour en live, girl, parce que on est vraiment trop contente de bosser avec toi et que tu fais un taf monstrueux. Vous avez vu le montage, cette femme est un génie. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit critique et écoutez, il fait chaud, moi je vous conseille de faire des siestes. Les siestes, c'est la vie. Allez, bye.